Salut à tous et bienvenue. On a tous eu un jour une super idée, non? Mais voilà, entre l'idée et sa réalisation, il y a souvent un monde. Comment on transforme cette petite étincelle en un projet qui a un véritable impact? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors, voici notre feuille de route. On va suivre le cycle de vie complet d'un projet en 5 grandes étapes. On commence par le tout début, comment une idée obtient le feu vert. Ensuite, on verra comment construire un plan solide. Puis, comment piloter le projet au quotidien, l'importance cruciale de la communication. Et enfin, comment bien terminer et surtout, bien apprendre de l'expérience. Allez, on attaque la première étape et c'est un peu le test de réalité. C'est le moment où une idée, qui est encore un peu floue, doit prouver qu'elle a du potentiel pour devenir quelque chose de concret, de tangible. C'est la grande question, n'est-ce pas? Passer de «tiens, ce serait bien si» à un véritable projet, ce n'est pas de la magie. C'est une méthode, un processus pour filtrer, pour raffiner et pour s'assurer qu'on ne part pas dans une mauvaise direction. Voyons un peu comment fonctionne ce filtre. En fait, avant même de penser à commencer, un projet doit passer 3 examens. D'abord, on doit comprendre le contexte. Pourquoi ce projet? Pour qui? Qui est concerné? Ensuite, il faut le définir très clairement. On fixe des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Et enfin, on vérifie si c'est faisable. Est-ce qu'on a les compétences techniques, le budget, les bonnes personnes? Une fois que cette analyse est faite, on ne laisse pas ça sur un coin de table. On formalise tout dans un document essentiel, la note de cadrage. C'est en quelque sorte l'acte de naissance officiel du projet. Tout y est écrit noir sur blanc, les objectifs, les limites, ce qu'on doit livrer. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le départ. Et là, c'est le moment de vérité. Sur la base de la note de cadrage, la décision tombe. C'est soit go, on a le feu vert, on y va, soit no go, on arrête tout. Et il faut bien comprendre que savoir dire non à un projet qui n'est pas viable, c'est tout aussi stratégique que d'en lancer un. Ça évite de gaspiller un temps et des ressources précieuses. Ok, le projet a eu son go. Excellente nouvelle. Mais attention, on ne se lance pas tête baissée. Maintenant, il est temps de construire le plan directeur. C'est la carte détaillée qui va nous guider à chaque étape du voyage. La première brique de ce plan, c'est le WBS. Alors le nom a l'air un peu barbare, Work Breakdown Structure, mais l'idée est toute simple. Imaginez que votre projet est une énorme montagne à gravir. Le WBS, c'est l'art de décomposer cette montagne en étapes plus petites, puis en chemins et enfin en simples pas. On découpe le projet en tâches de plus en plus petites jusqu'à ce que chaque élément soit clair et gérable. Avec ça, on est sûr de ne rien oublier. Une fois qu'on sait ce qu'il y a à faire, il faut définir qui le fait. Pour éviter le chaos, il y a un outil génial pour ça, la matrice RACI. Pour chaque tâche, on clarifie qui est le responsable, celui qui met la main à la pâte, l'approbateur, qui donne le go final, qui doit être consulté pour son expertise et qui a juste besoin d'être informé. C'est simple, visuel, et ça met fin aux confusions du type « Ah, je croyais que c'était toi qui le faisais ». Maintenant qu'on a les tâches et les rôles, il faut mettre tout ça sur un calendrier. Et pour ça, l'outil roi, c'est le diagramme de Gantt. Il permet de voir d'un seul coup d'œil la durée de chaque tâche, lesquelles dépendent les unes des autres, et où se situent les grands moments clés qu'on appelle les jalons. C'est un peu le GPS du chef de projet. Un bon planificateur, c'est aussi quelqu'un qui anticipe les problèmes. On doit donc se poser la question, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est l'analyse des risques. Pour chaque risque identifié, on évalue sa probabilité de se produire et son impact s'il arrive. Un risque avec une forte probabilité et un fort impact, celui-là, il faut le surveiller de très très près et préparer un plan B. Le plan est prêt, l'équipe est dans les starting blocks, c'est l'heure du décollage. On entre maintenant dans la phase d'exécution, la phase de pilotage, où le chef de projet est vraiment aux commandes. Et quand on pilote, l'un des premiers indicateurs à surveiller, c'est le tableau de bord financier. Le suivi budgétaire, c'est non négociable. Il faut sans arrêt comparer ce qu'on dépense réellement avec ce qu'on avait prévu. C'est le seul moyen de voir venir les dérapages et de pouvoir rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Durant cette phase, le chef de projet est un véritable chef d'orchestre. Il ne joue pas de tous les instruments, mais c'est lui qui donne le tempo, qui s'assure que tout le monde joue sa partition en harmonie, qui gère les imprévus et qui, surtout, motive ses troupes pour que le résultat final soit impeccable. Bon, tout ça c'est la théorie, mais on le sait tous, un projet ne se déroule jamais exactement comme prévu. C'est une certitude. Un client change d'avis, une technologie évolue, un imprévu survient. Alors que fait-on quand le plan doit changer en cours de route ? Eh bien, la clé pour gérer le changement, et pour tout le reste d'ailleurs, c'est le système nerveux du projet, la communication. Si l'information ne circule pas bien, de manière fluide et transparente, même le meilleur des plans est voué à l'échec. Et il faut bien voir que cette communication, elle se joue sur 2 terrains. D'un côté, la communication interne, pour que toute l'équipe rame dans la même direction, et de l'autre, la communication externe pour gérer les attentes des clients, des partenaires, bref, de tout l'écosystème du projet. Négliger l'un ou l'autre, c'est prendre un risque énorme.
Pour bien communiquer, heureusement, on a toute une boîte à outils à notre disposition. Des rapports écrits, des présentations visuelles, des plateformes en ligne. Le secret, ce n'est pas de tout utiliser, mais de choisir le bon outil pour le bon message et pour le bon public. Car oui, une bonne communication, ça ne s'improvise pas, ça se planifie. On se pose des questions simples. À qui est-ce qu'on s'adresse? Pour leur dire quoi exactement? Par quel canal on va leur parler? Une fois qu'on a répondu à ça, on a un plan de communication, un plan qu'on déploie et qu'on ajuste en permanence. Et nous voilà arrivés à la dernière étape, la conclusion. On approche de la ligne d'arrivée, mais attention, un projet n'est pas vraiment terminé une fois que le livrable est envoyé. Le travail n'est fini que quand on a mesuré le succès et surtout qu'on en a tiré des leçons. La première chose à faire, c'est un bilan objectif, factuel. On prend les objectifs de départ et on les compare aux résultats finaux. Est-ce qu'on a livré ce qui était prévu, dans les temps, en respectant le budget? C'est le verdict des chiffres, c'est impartial et indispensable. Mais au-delà des chiffres, il y a une étape peut-être encore plus importante, le REX, le retour d'expérience. C'est un moment où toute l'équipe se pose et analyse ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien marché. Le but n'est absolument pas de chercher des coupables, mais de comprendre pour s'améliorer collectivement. C'est comme ça qu'on devient meilleur projet après projet. Et tout ceci nous amène à une idée centrale. Aujourd'hui, savoir gérer un projet, ce n'est plus une compétence de spécialiste. C'est en train de devenir la norme. Ça montre qu'on sait s'organiser, collaborer, s'adapter et au final obtenir des résultats. Ce sont des compétences transversales qui sont recherchées partout. Et voilà, le parcours est tracé. De cette première petite idée jusqu'au bilan final, on a vu toutes les étapes pour transformer un concept en un succès. La feuille de route est claire, la seule question qui reste maintenant, c'est quel sera le prochain projet qui profitera de cette méthode ?